vous savez que le bassin, euh, si on prend le bassin, il y a l'os du bassin qu'on va voir après, et il y a le côté, c'est une surface articulaire. Qui dit surface articulaire, donc les fractures, elles sont spécifiques à cette surface. Le traitement est différent et le pronostic différent. Donc, on a, on a, on a partagé le bassin en fractures des os du bassin et on a exclu le cotyle qui va faire l'objet d'un cours à part. Donc, ce qu'on va étudier, nous, c'est les os du bassin et le cotyle exclu. D'accord? Donc, cotyle exclu, les fractures du bassin représentent 1,5% de l'ensemble des lésions traumatiques ostéo-articulaires et près de 5% des motifs structurels. Donc, vous voyez que, en fin de compte, le bassin est fréquemment fracturé. Il y a une forte fréquence de ces fractures. Pourquoi? Parce que les voitures, le nombre de voitures, d'automobiles a augmenté, la vitesse, les bâtiments sont de plus en plus hauts, le travail est de plus en plus difficile et dangereux. C'est pour cela que ces fractures, elles sont fréquentes. Le bassin, il faut savoir, vous voyez, ici c'est une image, elle est en 2 dimensions. C'est comme la radio. Mais vous savez que anatomiquement, le bassin, il y a une partie qui est antérieure, une partie qui est latérale, et tout ça, c'est postérieur. Quand on va étudier, il faut toujours avoir en tête ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. Vous les voyez sur une image, sur un seul plan, mais il faut les imaginer avec un plan antérieur et un plan postérieur. D'accord? Et bien sûr, on va exclure le côté qu'on va étudier. Le bassin, il est fait, cette partie antérieure, c'est la symphyse bien au milieu. Vous avez le cadre obturateur, plutôt, le cadre obturateur qui est là. Vous avez le cadre obturateur avec le trou obturateur. Et vous voyez que ça va aller ici nous sommes en avant, mais là, parce que c'est la branche pubienne et la branche ischiatique. La branche ischiatique, elle va partir en arrière. Ça veut dire que là, nous sommes en avant, là, nous sommes en avant, et là, nous sommes en arrière, le côté. D'accord, là, nous sommes en arrière. Donc, cette partie, elle. Et vous voyez que le côté, ici, vous allez voir, vous allez avoir un bord antérieur, qui est plus en. Et là, le bord postérieur. Donc, le côté, il regarde en avant, légèrement en avant, pas tout à fait en avant, mais légèrement. Pourquoi? Parce que le bord antérieur, il est plus interne que le bord postérieur. Donc, ça, c'est très important. Si vous avez un problème là, vous avez un problème, ah, c'est revenu. D'accord. Et donc, et là, vous avez la lame quadrilatère qui est là, l'épine ischiatique. Et là, vous avez l'aile iliaque. Tout ça, c'est l'aile iliaque. Tout ça, c'est l'aile iliaque. C'est les nouveaux venus. Ils arrivent toujours. Il n'y a pas une méthode pour que tout le monde soit accepté. Je ne sais pas. Et puis, l'aile iliaque, c'est un os qui est plat. Et vous avez ici, vous avez l'épiniliaque antéro-supérieur, l'épiniliaque antéro-inférieur, l'épiniliaque épiniliaque. Vous m'excusez une seconde, d'accord?
Bon, puisqu'on était les perturbations, on nous perturbe tout le temps. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ici, vous avez l'épéniliaque antéro-inférieur, antéro-supérieur, l'épéniliaque postéro-supérieur, l'épéniliaque postéro-inférieur. Et puis, là, nous sommes en arrière. Là, on était en avant, mais là, on va aller en arrière. Et là, vous avez ce trait noir, c'est l'articulation sacro-iliaque. D'accord? C'est l'articulation sacro-iliaque avec le sacrum qui est là. Mais tout ça, c'est en arrière. Ça, c'est en arrière. Et vous savez que le bassin, quel est son rôle? C'est de transmettre le poids du corps aux deux membres inférieurs. Donc, vous voyez que le poids est divisé en deux. D'accord? Le poids est réparti. Vous voyez qu'il est divisé, il est réparti en deux parties qui va être transmis aux membres inférieurs. Et vous voyez que quand il y a ce poids qui est réparti, vous voyez que quand vous mettez un poids, il a tendance à s'ouvrir. Vous voyez, l'os, il a tendance à s'ouvrir. S'il y avait de l'os, il va s'ouvrir et ces flèches, il va remonter en haut et en bas. Et ce qui va empêcher ces mouvements, ce sont ces ligaments. Ces ligaments sacro-épineux, du sacrum vers les épines. Vous voyez que ces ligaments, ils vont de l'arrière vers l'avant et qui vont empêcher l'ouverture. Et ces ligaments sacro-tubéreux, qui sont postérieurs, ils vont du sacrum vers les... Vous voyez, ils vont en arrière. Ils vont bloquer ce mouvement de verticalité. En fin de compte, vous voyez que ces ligaments empêchent le bassin de s'ouvrir et de se verticaliser. Et c'est ce qui va nous donner un bassin qui est, bien sûr avec les muscles, un bassin qui est stable. Qui dit un bassin stable, ça veut dire qu'il va nous permettre de nous mettre debout et de marcher. Vous avez compris? Donc ce bassin, il a besoin de ces ligaments pour ne pas s'ouvrir. Aussi, vous les voyez ces ligaments. C'est pour que le bassin ne s'ouvre pas et vous voyez en postérieur ces ligaments pour qu'il ne bascule pas en avant, pour qu'il reste stable. Quand on se met debout, il ne va ni s'ouvrir ni se fléchir. D'accord? Vous voyez ce système ligamentaire. Il y a aussi, au niveau de la sacro-iliaque, ce système ligamentaire, il va fixer le sacrum. Alors, lorsqu'il est iliaque, ce ligament qui est très important, il va solidifier. Donc, vous avez, plutôt, en avant, vous avez la symphyse pubienne avec ses ligaments, et en arrière, vous avez ce ligament qui est fort. Ce ligament, il est formé d'une partie centrale, c'est le ligament interosseux, entre les deux os, et vous avez un plan qui est antérieur, sacrotube, et vous avez un plan qui est postérieur. Donc au niveau de la sacro-iliaque, vous avez un plan, vous avez le sacro-iliaque, le ligament interosseux, mais ce qui est important, ce sont ces structures postérieures, vous les voyez, ces structures postérieures qui sont là, et ces structures antérieures qui sont là. Sacro-iliaque antérieur et sacro-iliaque postérieur. Ce sont ces ligaments qui vont solidariser le sacrum à l'os iliaque. Et c'est là où il va y avoir, s'ils sont stables ou instables, qu'on va voir après. Donc, si on va, après, quand on va faire la napate, au niveau de la sacro-iliaque, il y a le plan antérieur de la sacro-iliaque et le plan postérieur, donc le plan ligamentaire postérieur et le plan ligamentaire antérieur. Ce plan anatomique aussi, le bassin il n'est pas vide. Vous avez des nerfs, vous avez des vaisseaux, vous avez des veines, vous avez vous avez des organes, vous avez les organes génitaux, vous avez le tube digestif, tout ça au niveau du bassin. Donc si on a un traumatisme du bassin, il ne faut pas raisonner os. Il faut aussi raisonner ligaments, il faut aussi raisonner nerfs, vaisseaux, artères, veines, muscles et organes creux.
tels que les organes génitaux et les organes digestifs. D'accord. Donc tout ça, c'est le bassin. Et c'est ce qui fait que beaucoup de lésions, donc pour casser un bassin, il faut un traumatisme violent. Il dit traumatisme violent, ça va casser l'os, mais aussi ça va aller vers les vaisseaux et les nerfs, et ça peut entraîner jusqu'à la mort du patient. Donc c'est un traumatisme violent. Sur le plan anatomo-pathologique, vous avez le bassin, M. Le Tournay, il a parlé d'une chose. Il a dit pour que le bassin, c'est un anneau. Vous voyez que ça fait un anneau. Imaginez que les filles, vous avez un anneau au niveau du bras. Un anneau, quand il est cassé à un seul endroit, ici ou ici ou ici, il reste stable. Vous pouvez l'enfiler, vous pouvez le mettre dans votre... bon, je vais vous montrer ma tête. C'est plus... Comment vous montrer ma tête? Allez, parti. Voilà. Vous avez un anneau. Vous avez un anneau. Quand il est ouvert d'un seul endroit, il reste stable, il ne bouge pas. Donc, quand un anneau, quand il est coupé d'un seul endroit, il reste stable, il ne bouge pas. Mais s'il est rempli de deux endroits, il devient instable. C'est ça, M. Le Tournel. Il a dit que pour une traumatisme du bassin soit instable, il faut qu'il y ait une lésion antérieure et une lésion, donc il faut qu'il y ait deux lésions pour que l'anneau devienne instable. Et donc, lésion, j'espère que vous avez compris. Donc, lésion antérieure et lésion antérieure et lésion postérieure. Et là, M. Le Tournel, il a dit, il faut une lésion. Donc, une lésion, ça c'est la fracture du continent, on s'en fout. Il faut qu'il y ait une lésion antérieure. Ça veut dire, soit que c'est une disjonction de la symphyse et fracture du cadre obturateur, ça c'est une lésion antérieure, l'une des deux. Et associée à une, ça peut être iliaque, comme ça peut être sacrum, comme ça peut être une disjonction sacro-iliaque. Donc vous voyez, pour que l'anneau soit instable, il faut que les lésions ont l'une des deux et l'une des trois. Donc vous avez 6 possibilités. Symphyse iliaque, symphyse sacrum, symphyse l'articulation sacro-iliaque. Ou alors, les 3 autres possibilités, c'est cadre obturateur iliaque, cadre obturateur sacrum ou cadre obturateur articulation sacrale. Donc vous avez 6 possibilités. Ça peut être d'un côté et ça va vers l'autre, comme ça peut être d'un côté et ça va aller sur le même côté. D'accord? Mais l'essentiel, c'est qu'une seule lésion, elle est stable, 2 lésions, ça devient instable. Et vous voyez, ici sur les radios, le scanner, il faut qu'il y ait une lésion antérieure, donc au niveau de la symphyse du cadre, et une lésion postérieure. La lésion postérieure, vous voyez, il y a le plan antérieur de la sacro-iliaque et lésion du plan postérieur de la sacro. Donc, il faut que ces plans soient rompus pour qu'il y ait une instabilité. D'accord? Et on va marcher et vous allez comprendre. Les mécanismes, comment ces fractures se font? Vous êtes sur une moto et vous faites un choc frontal. Vos 2 membres inférieurs, les 2 membres inférieurs vont faire une rotation externe. Force. Ça va forcer, tellement forcer que la symphyse va s'ouvrir. Dépasser les 4-5 cm, les lésions postérieures vont apparaître. Et vous voyez, quand vous allez ouvrir, pardon, une seconde. Si on reprend, vous avez antérieure, ça veut dire que le choc il vient de l'avant vers l'arrière. C'est comme vous êtes sur une moto et vous faites un accident, donc les fémurs, un choc frontal, les fémurs vont faire une rotation externe forcée. Ça va forcer sur la symphyse, donc des 2 côtés, la symphyse va se détacher.
va s'ouvrir, dépasser 4 à 5 cm. En arrière, vers la sacro-iliaque, vous voyez que le plan antérieur va s'ouvrir, alors que le plan postérieur, il reste intact au niveau de la sacro-iliaque. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez, un choc antérieur, un choc antérieur au niveau de, soit que c'est la symphyse, soit que c'est le cadre obturateur un seul, soit c'est les deux cadres obturateurs. Mais l'essentiel, c'est qu'en postérieur, ça va s'ouvrir sur le. Vous voyez, le plan antérieur s'ouvre, mais le plan postérieur reste en place. Contrairement au choc latéral, quand vous recevez un choc latéral, le bassin va se fermer. Le bassin aura tendance à se fermer. Et quand il se ferme, il va y avoir, voyez, quand il se ferme, il va y avoir une lésion antérieure, symphyse ou un cadre, ou tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que en postérieur, ça va faire au niveau de l'iliaque ou du sacrum, tout ce que vous voulez. Mais c'est le plan. L'antérieur, il va rester intact, mais c'est le plan postérieur qui va se rompre. Donc, si on a une ouverture en arrière, c'est le plan antérieur qui s'ouvre, qui se rompt. Si on a une fermeture, c'est le plan postérieur qui va se rompre. Et dans ces deux cas, l'un des deux plans va rester intact. Et ça veut dire qu'il va y avoir une certaine stabilité. L'instabilité n'est pas totale, elle est relative, elle est partielle, parce que l'un des deux plans va rester intact. Contrairement au cisaillement vertical, d'accord? Contrairement au cisaillement vertical, là, le cisaillement vertical, ça veut dire que quelqu'un qui va tomber d'un lieu très élevé, et il va y avoir une réception sur un seul membre. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, et vous allez avoir un décalage. Ici, il va y avoir un décalage. Voilà. Ici, vous allez voir un décalage. Ici, on a agrandi l'image, il va y avoir un décalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le plan antérieur et postérieur, les deux sont rompus. Donc, vous avez une lésion antérieure et une lésion postérieure complète. Et là, le bassin, les deux parties sont rompues et vous allez avoir une instabilité complète. Contrairement aux autres, c'est une instabilité partielle, elle est relative. J'espère que vous avez compris. Et puis, il y a la compression, quelqu'un qui chute d'un lieu très élevé, on ne sait pas, est-ce qu'il est tombé sur le côté, sur les pieds, on ne sait pas, ou alors un accident avec un carambolage, ou alors la voiture a fait plusieurs tonneaux, donc on ne sait pas quel est vraiment le mécanisme. Le bassin, vous voyez, plusieurs lésions, et ça c'est généralement mortel. On ne sait pas quel est le mécanisme exact. On appelle ça une compression asymétrique. C'est une association de deux mécanismes. En fonction de ces mécanismes, donc d'ouverture, de fermeture et de cisaillement, on a classé les fractures, donc la classification en trois types. Le type A, ce sont des fractures parcellaires. On va les voir. Type B, c'est une rupture incomplète de l'arc. Donc cet arc postérieur, cette sacro-iliaque, soit qu'elle est rompue en antérieur, soit qu'elle est rompue en postérieur, c'est une rupture incomplète. Donc c'est le B. Et le C, c'est la rupture complète. Donc les deux, donc dans le C, vous avez une lésion au niveau du cadre obturateur en avant, et l'articulation sacro-iliaque, elle est totalement rompue. Donc les deux plans, antérieur et postérieur, les deux sont rompus, et donc ça veut dire qu'elle est instable. Donc le type A, on va voir, ils sont très stables. Le type B, le bassin est relativement stable. Le type C, le bassin devient totalement instable. Et on va les voir petit à petit. Donc le type A, ce sont des arrachements. Vous voyez, ce sont de l'épine. Ça, c'est le muscle qui a arraché son insertion. Vous voyez que l'anneau pelvien est intègre. L'anneau n'est pas rompu. Ce sont des fractures parcellaires. Elles sont périphériques. Vous voyez ici, une rupture. On l'a fixé avec vous voyez ici, un gros fragment qui est détaché de l'iliaque, mais l'anneau pelvien reste intact. Donc, elle est très la fracture. Donc, l'anneau pelvien reste stable. Ici aussi, un arrachement de l'iliaque. On l'a fixé avec des broches et des vis. Vous voyez ici,
c'est un arrachement au niveau de l'ischion. Vous voyez ici l'ischion, parce qu'il va, c'est une seule radio en un seul plan. Mais là, ce fragment, il s'insère de là jusque. Vous allez me dire que ça c'est petit et ça c'est grand. Ça c'est grand parce que ça va de l'avant vers l'arrière. Et nous voyons en deux plans. On ne voit pas ce qui va d'avant en arrière. Nous sommes sur un seul plan, une seule incidence. Vous voyez ce fragment, on l'a fixé. Vous voyez pourquoi, malgré que c'est stable, malgré que l'anneau pelvien est stable, mais à chaque fois, on fixe avec des branches et des vis. Parce que ce sont des insertions musculaires. Là, s'insèrent des muscles. Et qui dit insertion musculaire, ce fragment va être attiré. Et quand il est attiré, il ne va pas consolider. Donc, pour consolider, il faut qu'il soit fixé. Et vous voyez chez ce garçon, malgré qu'on a fixé avec deux vis, et parce qu'il est turbulent, vous voyez, les vis ont bougé. D'abord, la fracture n'a pas consolidé. On appelle ça une pseudarthrose. Et les vis ont bougé. Celui-là, il a bougé, il a fait une chambre de mobilité. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est quoi une lacune? Ça, c'est une lacune, c'est une chambre. L'os, en principe, il est comme ça. Et là, vous voyez, il y a plus, la vis, elle a bouffé l'os. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une lacune, ou une image lacunaire. D'accord? Et là, donc, la vis, l'axe, il est là, et ça a bougé. Alors que cette vis, l'axe, il est là. Donc, ça a bougé dans l'autre sens. Ça, elle a fait une lacune, ça a fait un cône. Mais l'essentiel, c'est quand ça bouge, la fracture n'a pas consolidé. Et donc, pour consolider, il faut bien fixer les fractures. Donc, revenons à nos moutons. Vous voyez que ici, avec ce scanner, on a vu que, vous voyez que l'articulation, elle n'est pas atteinte, mais c'est l'iliaque qui est rompue. Donc, la fracture, c'est une fracture parcellaire périphérique. Il y a aussi la disjonction. On a dit que la disjonction pelvienne, la disjonction du pelvis, quand elle est moins de 4 cm, elle est stable. Quand elle dépasse les 4 cm, il va y avoir des lésions supérieures. Vous voyez ici une petite lésion de la symphyse pubienne, une disjonction, elle est petite, mais ça, c'est une parenthèse. Vous voyez que la personne n'urine plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a rupture de l'urètre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une urétrographie rétrograde. On a envoyé du produit de contraste par voie externe. Et vous voyez en principe, théoriquement, si c'était pas rompu, si c'était intègre, le liquide serait venu dans la vessie, liquide opaque. Mais là, il s'est arrêté et il a diffusé dans le pelvis. Ça veut dire qu'il y a une rupture et le liquide est sorti. Donc, un choc direct antérieur avec une symphyse pubienne qui est ouverte et rupture du liquide. D'accord? Ça, et cette personne, elle ne peut plus uriner par voie normale. On est obligé de lui mettre une sonde au-dessus de la symphyse pubienne, une sonde ici. Cette sonde, on va la mettre le temps que les phénomènes inflammatoires vont disparaître et on va suturer le tuyau. Et il va uriner par une sonde, ce qu'on appelle la sonde suspubienne. Les fractures parcellaires aussi du sacrum, vous voyez, peut-être transversale, peut-être plutôt verticale, transversale, mais c'est des fractures qui ne touchent pas, qui sont loin de l'articulation et qui sont stables. Les fractures de type B, ce sont les ruptures incomplètes de l'arc postérieur. Donc, cette fameuse articulation sacro-iliaque avec, vous avez le ligament interosseux au milieu, et vous avez le ligament sacro-iliaque, iliosacré antérieur et postérieur. Ces deux plans, ça dans le B, c'est l'un des deux plans. Donc, le deuxième plan reste intact. Et un des deux plans va être rompu. Donc, la stabilité est relative. Vous avez les fractures en rotation externe en open book, les livres ouverts. On va les voir. La rotation interne et les lésions incomplètes de l'arc postérieur. Donc, c'est l'une des deux, mais elle est bilatérale. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a sonné, il y a quelqu'un qui est venu. C'est bon. Et on va voir les images. Vous voyez? Soit que c'est l'open book, donc c'est
une lésion de la symphyse et une lésion antérieure, mais la postérieure, elle reste intacte. Ou alors, l'essentiel, c'est que selon le mécanisme d'ouverture ou de fermeture, vous allez avoir, et toujours l'arc postérieur, il est intact. Dans le C, ce sont les ruptures complètes de l'arc postérieur unilatéral, rupture complète de l'arc postérieur d'un côté et incomplète de l'autre. Donc il y a toujours la rupture complète d'un côté, même si l'autre il est incomplet. Donc l'un des deux doit être complet pour être dans le C. Même si le deuxième est incomplet, le fait d'avoir une lésion complète d'un côté, on passe vers le C, ou alors une lésion complète postérieure bilatérale. Donc postérieure bilatérale, ça veut dire que le sacrum, il n'est plus en contact avec l'os iliaque des deux côtés. D'accord? Ça, ce sont les chutes d'un lieu très élevé qui peuvent faire. Vous voyez que les lésions ouvertes, l'une de côté, tout ça, c'est le C. Vous voyez ici les images du scanner. Vous voyez que l'image, elle rompt totalement la lésion. Il y a une rupture de l'antérieur et du postérieur, et c'est ce qui fait la lésion du C. Ça, c'est l'anapale. Donc, le A, ce sont des lésions parcellaires. Le B, c'est une lésion incomplète de l'arc postérieur. Et le C, c'est une lésion complète. Et ça va aller du plus stable. Le B, la stabilité relative. Et le C, il y a une instabilité complète. Cliniquement, comment reconnaître ces lésions? D'abord, c'est l'interrogatoire, toujours. Le mécanisme, on en a parlé tout à l'heure, il faut toujours rechercher le mécanisme. Est-ce que c'est un mécanisme à haute énergie, l'écrasement sur la voie publique, chute d'un lieu élevé, traumatisme à faible énergie, chute de sa hauteur, ou une contraction musculaire? La contraction musculaire, c'est ça. Voilà. C'est la contraction musculaire. C'est le muscle qui va... Là aussi. Là aussi. C'est les muscles qui vont tirer sur le fragment. Donc, est-ce que c'est un mécanisme violent ou un mécanisme qui est à faible énergie? Parce qu'un mécanisme à haute énergie, ça veut dire qu'il y a des lésions associées, abdominales, thoraciques, crâniennes, rachidiennes, les membres. Donc, quelqu'un qui fait un traumatisme à haute énergie n'est pas pris en charge comme quelqu'un qui fait un traumatisme à faible énergie. Ce n'est pas le même mécanisme, d'accord? Deuxièmement, la direction de l'impact fait évoquer le type isolé. Est-ce que c'est une lésion antéro-postérieure? Ça veut dire en open book. Est-ce que c'est un impact iliaque latéral? Donc c'est une fermeture. Est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé? Traumatisme violent de chute d'un lieu élevé, ça veut dire que c'est un mécanisme de système. Donc la violence du traumatisme et la direction vont nous donner une idée sur le traumatisme. La clinique. La clinique, on sait que selon l'âge, avec une personne ostéoporotique, un traumatisme minime peut donner une lésion. Alors que chez le jeune, qui fait de la moto, qui court, qui monte donc des lieux très élevés, un adulte aura tendance à faire un traumatisme à haute énergie avec des lésions tant osseuses que ligamentaires, qu'abdominales, thoraciques. Donc un vieillard avec un traumatisme léger, ce n'est pas comme un jeune avec un traumatisme violent, ce n'est pas la même chose. L'examen clinique, examiner le patient, il est plus ou moins simple. Si le patient est conscient, il vous parle. Donc il va vous dire, voilà où est-ce que j'ai mal. Sur le côté, en avant, en arrière, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est quand il y a une personne inconsciente pour lui traumatiser. Cette personne est inconsciente. C'est là où, devant tout état hémodynamique instable, donc il est inconscient et la tension, on n'arrive pas à la relever. On donne des liquides, mais la tension n'est pas relevée. Donc, la lésion du bassin est systématiquement évoquée. Chez tout polytraumatisé, accidenté et tout, la lésion du bassin, et quand la tension n'est pas élevée, il a tendance à faire une lésion du bassin. Et ça, il faut y penser. Donc la lésion du bassin, elle est systématiquement évoquée jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à avoir fait les examens, les bilans et tout, pour qu'on dise non, c'est pas le bassin. Parce que le bassin, il y a des vaisseaux, de gros vaisseaux qui peuvent saigner et la tension, on n'arrive pas à juguler la tension. La tension est toujours basse. Vous donnez des liquides, mais ça ne remonte pas, ça ne remonte pas. Donc il y a une lésion. Vous allez inspecter. C'est comme tout à l'heure.
l'interrogatoire, l'inspection, la palpation. Donc l'inspection, on va déshabiller le patient. On n'examine pas un patient avec ses vêtements. Ne faites pas la médecine chez nous. Le patient on examine avec les vêtements. On isole notre patient dans un endroit qui est réchauffé, calme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent, juste le personnel médical. Et puis on va le déshabiller. Déshabiller, ça ne veut pas dire le laisser nu. On peut mettre un drap au-dessus, mais il faut qu'il soit déshabillé. Avec ce drap, on va installer d'abord les moyens de réanimation, les voies d'abord, les sons, tout ce que vous voulez, de monitorage, et on va l'examiner. On va rechercher l'inspection, donc on va regarder avec les yeux. On recherche des plaies, des dermabrasions, des ecchymoses. Ce sont des points d'impact. Est-ce qu'il a reçu un choc au niveau du bassin? Asymétrie des épiniliaques. Quand vous êtes couché sur le dos, tout le monde, vous voyez vos épiniliaques, ils sont au même endroit, à la même distance entre la ligne médiane. Si vous mesurez avec un mètre ruban chez vous, à la maison, vos épiniliaques, elles sont, quand vous êtes couché, elles sont là devant vous, et à partir de la ligne médiane, vous allez mesurer avec un mètre, c'est la même distance, ils sont équidistants. Mais quand il y a une fracture avec déplacement, l'une va être en dedans, en dehors, en bas, donc il y a une asymétrie des épiniliaques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal en dessous. Une attitude vicieuse en rotation et raccourcissement des membres. On a dit que si vous faites un open book, une ouverture, les membres vont être en rotation externe. Vous faites une fermeture, les membres inférieurs vont se mettre en rotation interne. Donc vous voyez, cette orientation des membres peut vous orienter vers une lésion. Un écoulement sanglant du méa fait craindre chez l'homme une rupture urétrale. On a parlé tout à l'heure de la rupture urétrale chez l'homme, parce que l'urètre est assez long, il peut se rompre. Alors que chez la femme, une plaie vaginale témoin d'une fracture ouverte de l'anneau pelvien peut provenir vulvaire. Donc c'est en déshabillant vos patients que vous pouvez voir tout ça, des saignements, des déformations, des ecchymoses, des plaies. Mais si vous laissez votre patient habillé, vous ne verrez jamais ça. Puis on passe à la palpation des repères osseux du bassin et parfois riche d'enseignements. Perception d'un diastasis pelvien lié à une disjonction. Donc vous allez palper au niveau de la symphyse pubienne. En principe, c'est fermé. Mais quand la symphyse est ouverte, vous mettez le doigt et le doigt il rentre à l'intérieur sous la peau. Ça veut dire qu'il y a une disjonction. Asymétrie des crêtes et des épiniliaques. Mobilité d'un hémibassin à la manœuvre d'écartement osseux. Votre patient est couché, vous prenez les deux épiniliaques avec les mains, des deux côtés, et vous allez bouger en dehors et en dedans. Chez vous, ça ne bouge pas. Mais s'il y a une fracture, vous allez sentir un mouvement anormal d'un côté ou des deux. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en bas. D'accord? Donc ça bouge. Ça bouge, ça veut dire qu'il y a une fracture. L'examen clinique doit se terminer par la recherche de complications associées aux ruptures de l'enfant. Ça veut dire quoi ces complications? Ça veut dire, l'os, vous avez fait un traitement, vous avez fait un examen clinique. Donc, vous suspectez qu'il y a une lésion osseuse, mais vous ne savez pas où c'est. Ça bouge, ça fait mal, il y a de l'ecchymose, ça bouge, un mouvement anormal, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais le siège, vous ne le savez pas. Donc, vous savez que le bassin est traumatisé. Et vous savez aussi que le bassin, c'est le lieu de passage de nerfs, de vaisseaux, de muscles, d'organes, tout ce que vous voulez. Et là, vous allez rechercher une compression ou une lésion nerveuse. Donc, s'il est conscient, vous allez demander est-ce qu'ils sont au niveau de ses membres inférieurs, est-ce qu'il bouge ses membres inférieurs, les orteils, le genou. Donc, doucement, vous n'allez pas lui dire de soulever le membre, mais juste de faire un petit mouvement, façon de savoir si les nerfs sont touchés ou non. Vous recherchez la sensibilité au niveau de tout le monde. Donc, c'est pour chercher une lésion nerveuse. Une lésion basse. Est-ce que les poussons là, est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'ils sont bien frappés? La tension. Et on a parlé tout à l'heure des lésions urinaires aussi, des lésions vaginales, des lésions de l'appareil génital. Est-ce qu'il y a un saignement au niveau de un saignement anal? Ça veut dire que l'appareil digestif est touché. Donc tout ça, vous examinez l'abdomen. Et là, comme généralement c'est des polytraumatisés, un choc violent,
Donc, l'évaluation d'un polytraumatisé comporte obligatoirement un examen des systèmes respiratoires, nerveux, l'abdomen et squelette axial et des membres. Donc, vous voyez que vous êtes devant un polytraumatisé. Ne dites pas que parce que le traumatisme du bassin, ça veut dire qu'il y a un choc violent. Et là, il y a d'autres lésions d'autres organes qui sont touchés et qu'il faut rechercher, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas comme le vieillard qui tombe de sa propre hauteur, qui se fracture un bout d'os. C'est pas la même chose. Ça, vous êtes traumatisé. Et généralement, ce polytraumatisé, il est inconscient. Il ne peut pas vous dire où est-ce qu'il a mal. Donc, c'est à vous de chercher et de ne jamais oublier le bassin et ses complications. Donc, en présence d'une fracture du bassin, une attention particulière doit être portée à l'abdomen et au membre inférieur. Ce sont les organes qui sont juste à côté. Donc, c'est l'abdomen, c'est les fémurs, tout ça qui peut être lésé. Donc, vous êtes devant quelqu'un, cliniquement, il a un traumatisme du bassin, mais vous ne savez pas. Donc, il faut faire une radiographie de face. Cette radiographie de face, elle va vous donner à peu près les lésions. Est-ce qu'elles sont antérieures ou est-ce qu'elles sont postérieures? Et la radiographie de profil, vous voyez, il y a une superposition. Vous ne voyez rien, juste le sacrum, c'est une fracture transversale du sacrum. C'est tout. Un déplacement antérieur ou postérieur. Mais le bassin, vous ne voyez rien sur le profil. Donc, c'est la face. Il va vous donner des... Bien sûr, vous êtes en avant. Là, vous êtes en latéral. Là, vous êtes en postérieur. Donc, là, vous êtes en continuité. Soit que c'est en avant, soit c'est en arrière. Des fois, la radiographie du bassin, elle n'est pas concluante. Elle ne vous permet pas de faire une bonne analyse radiologique. Avant, on faisait les radiographies inlet et outlet. Donc, vous voyez, la personne, elle est là, la tête, elle est là, et on faisait, parce qu'il n'y avait pas de scanner, on faisait des inlet, donc descendants. Vous voyez, quand on fait des descendants, la iliaque est déroulée. Et si vous faites l'ascendant, vous voyez que le cadre obturateur est visible. Le l'iliaque, elle disparaît, mais c'est le cadre obturateur qui est bien visible. Mais actuellement, c'est le scanner qui permet d'avoir des images en 3 dimensions et tout. Et c'est le scanner qui peut vous faire une bonne analyse. On a dit que des fois, il y a un traumatisme abdominal. Et donc, l'échographie abdominale peut nous donner certains diagnostics associés. Un épanchement abdominal, des lésions hépatiques, des lésions spléniques, tout ça peut être retrouvé. Si vous suspectez une lésion vasculaire au niveau du bassin, l'artériographie peut vous donner le diagnostic. D'accord? Donc, en fin de compte, on a fait un bon diagnostic clinique avec la recherche des complications. On a fait un examen radiologique avec un radio de face actuellement et un scanner. Et on a fait un bon diagnostic radioclinique qui nous permet de traiter notre patient. Et là, vous voyez qu'avant, on traitait avec du plâtre, c'était pas évident. La personne, vous voyez, plâtrée et tout, c'était pas évident. Puis, on est passé au hamac. Le hamac, c'est là où dorment les marins, mais on a mis comme ça. Vous voyez que le hamac, il permet de fermer le bassin quand il est ouvert, avec les poids à côté. Mais c'est un traitement astreignant, rester comme ça pendant un mois et demi, avec des examens radiologiques, et des fois, comment dirais-je, la réduction n'est pas anatomique. Il va garder un cale vicieux avec une boiterie, le bassin n'est pas symétrique, il est en rotation, il est soulevé, diminué, et ça ne donne pas de bons résultats. Voilà aussi la traction, si vous avez un cisaillement, donc ça permet de fermer et de tracter le membre pour le ramener. Mais ça ne donne pas une réduction anatomique. Et actuellement, c'est soit le fixateur externe. Vous voyez, on met un fixateur externe au niveau des iliaques. Moi, ce fixateur externe, il permet avec cette vis d'ouvrir ou de fermer, ça dépend. Si vous avez une fermeture, on va ouvrir. Si vous avez une ouverture, on va fermer. Vous voyez que ça permet d'ouvrir et de fermer le bassin. Vous voyez une instable. Vous voyez, c'est une lésion. C'est une lésion, c'est le scanner qui peut vous montrer. Il y a le plan antérieur et le plan postérieur et médian, tout ça. Donc, c'est un cisaillement et c'est un type C avec tous les plans qui sont en place, alors que l'autre, elle est en place. Voilà.
Actuellement, vous voyez, cette lésion qu'on a vue, on peut faire un boulonnage, on peut mettre des vis, on peut mettre donc ça permet de réduire et de fixer le temps que ça cicatrise et consolide. Et vous voyez les séquelles, quand on ne traite pas, vous voyez un bassin, là, vous voyez qu'un fémur il est plus élevé que l'autre, la hanche, donc raccourcissement du membre, ça ne s'est pas bien consolidé. Donc vous voyez, ça ne s'est pas bien consolidé, vous voyez qu'il y a des lésions, asymétrie du bassin. Donc il a consolidé dans cette position avec des douleurs. La marche elle est difficile parce qu'il y a un raccourcissement. Voici des lésions qu'on a stabilisées, qu'on a mis, vous voyez, on a remis en place. Vous voyez cette lésion, avec la traction, avec tout ce que vous voulez, et ça va mieux. Voilà, c'est des images pour vous montrer juste la radio. Elle vous montre des choses et le scanner. Le scanner, il vous permet une meilleure analyse radiologique des lésions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La contraction musculaire, comment peut-elle donner une... Non, la contraction musculaire, des fois, les sportifs, ils ont des muscles très importants, très développés. Et vous avez vu les coureurs du 100 mètres, ils se mettent sur le starter, là, ils mettent les pieds. Et quand ils tirent au pistolet, ils partent rapidement. Des fois, cette contraction musculaire, elle est très... parce qu'ils sont très musclés. Cette contraction, elle peut arracher le fragment d'os. Ce n'est pas vraiment une fracture, c'est un arrachement. Elle tire, elle arrache. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions aussi? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris? C'est bien. Parcellaire et cisaillement. La signification. Parcellaire, ça veut dire une partie. Ce n'est pas ça vient de partie. Donc ça va arracher une petite partie de l'os. Là où le muscle est inséré, ça ne va pas tout casser. C'est parcellaire, c'est une partie. Cisaillement, c'est comme les ciseaux, ça coupe sur toute la longueur. Cisaillement, ça fait ça. Ça fait ça, cisaillement. Donc, quand vous cisaillez, il y a le plan antérieur. Par exemple, vous voyez vous cisaillez comme ça. Il y a le plan antérieur et le plan postérieur qui sont rompus. Alors que si vous faites une fermeture, vous êtes comme ça, et vous faites une fermeture. Vous voyez? Bon, vous faites ça, et vous ouvrez là. Vous voyez que ce plan, il est ouvert, alors qu'à l'intérieur, ça reste fermé. Contrairement, quand vous ouvrez, vous allez ouvrir en avant, et en arrière, c'est comme une porte. En arrière, ça ne va pas, l'axe va devenir en arrière. Donc en arrière, ça ne va pas se rompre. C'est là où il y a la distension qui va rompre. Donc si vous ouvrez, vous distendez en avant, ça va rompre en avant. Si vous fermez, ça va rompre en arrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le traitement sera plus difficile chez les sujets obèses, bien sûr, parce qu'il faut rentrer plus profondément. Dans la classification, on met l'arc postérieur comme référence et pas l'antérieur. On a dit que pour qu'il y ait instabilité, il faut qu'il y ait les deux. Parce que l'arc postérieur, c'est là où il y a beaucoup de muscles, beaucoup de ligaments, beaucoup. C'est là où vraiment l'instabilité est, on voit beaucoup plus d'instabilité. Parce qu'en avant, il est ouvert, il n'est pas fermé. Donc l'instabilité, elle est au niveau de l'arc postérieur. C'est là où vraiment il y a les muscles, les tendons, c'est là où ça se rend. Quelle est la complication immédiate la plus redoutable? C'est la lésion vasculaire. Ce sont des gros vaisseaux, c'est le vaisseau iliaque. Une rupture et c'est l'hémorragie cataclysmique, c'est la mort. Ce sont des lésions qui donnent beaucoup de
qui ont beaucoup les gens meurent rapidement de ces lésions. C'est la lésion vasculaire. Donc, bon, d'où vient-il la place traitement orthopédique? Généralement, quand vous avez des complications, les complications vasculaires, tout ce que vous voulez, les hémodynamiques, généralement, l'os, on le laisse en dernière position. Il faut d'abord que les neurochirurgiens, les vasculaires, les viscéralistes, il faut qu'ils stabilisent d'abord l'état hémodynamique. L'os, nous, on passe en dernière position juste pour stabiliser l'os. On peut, par exemple, au début, quand c'est l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils font leur travail. C'est un fixateur externe, c'est pour fixer. Un fixateur externe, c'est un traitement temporaire. Le temps que les autres lésions se stabilisent, l'hémodynamique, tout ce que vous voulez, nous, on peut intervenir après. L'os, on a le temps. 10 jours, 15 jours, 20 jours après, on peut intervenir sur l'os. Mais pas en urgence, on peut juste stabiliser avec un fixateur. J'espère que j'ai en urgence, par exemple en urgence. On peut le faire en urgence. Mais avec un fixateur, le temps qu'on stabilise les autres lésions, on peut mettre des vis, un boulonnage. Parce que les vis postérieures se mettent en position la personne qui se met en position couchée sur le ventre. On ne peut pas, avec une lésion vasculaire, mettre la personne sur le ventre et opérer tranquillement. Donc, on attend que les lésions se stabilisent, puis on en opère notre patient. La manière d'écartement et de resserrement, vous prenez les deux, vous êtes le patient couché sur le dos. Donc, les épiniliaques, elles sont là, elles sont devant vous, et vous les prenez avec la main et vous les bougez. Écartement, resserrement. Essayez chez vous, ça ne bouge pas. Mais s'il y a une fracture, un côté peut bouger. Ça veut dire que c'est un mouvement anormal. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessous. Une fracture, mais on ne sait pas à quel niveau. C'est les radios et le scanner qui peuvent le dire. C'est ça maintenant. Vous prenez donc les deux épiniliaques. Vous connaissez les épiniliaques. Et puis, on va les écarter et bouger. Il ne faut pas bouger. Parce que si la personne est consciente, avec une fracture, il ne faut pas aller, faut pas forcer. C'est juste un petit mouvement comme ça pour voir est-ce que ça bouge ou non. Quelle est la durée de consolidation? Généralement, si c'est l'os, c'est un mois et demi. Si c'est les ligaments, un peu plus parce qu'il faut cicatriser et ça prend du temps. Mais à 2 mois, tout est possible. Dans les fractures sur un os pathologique, le traitement par vis, c'est ça. Sur un os pathologique, ça veut dire que c'est un os qui est fragile. Les vis ne peuvent pas tenir. Donc, il faut d'abord, on peut mettre un fixateur externe un peu plus loin. Le fixateur externe, il se met plus loin. Et ça permet de fixer, en attendant de voir la cause de cet os pathologique. Parce que des fois, ce sont des fractures banales, un choc banal, fracture. On ne sait pas, mais quand on fait une radio, on trouve que c'est une métastase. Une métastase, c'est un cancer du sein, du poumon, de la thyroïde. Et ces cancers vont donner des métastases et ça va se fracturer. Donc, ça, c'est un traitement qui est plus long, qui est plus difficile. Des fois, on enlève la tumeur, on met l'autre os à la place. C'est des traitements qui sont très difficiles. Et puis, quand on a une tumeur associée avec des métastases, donc on va fixer avec un fixateur externe. C'est pour faciliter la vie au patient. C'est pour qu'il n'ait pas mal. Et lui faciliter la vie pour qu'il traite son cancer. Dans le traitement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Drid, on va voir parce que le cours du docteur Mkhloufi, je vais essayer de vous le faire parce qu'il a son père qui est malade. D'accord. Donc, on va voir d'ici jeudi ou mercredi, jeudi, ou là sinon début de semaine prochaine.